Qu'est-ce que la Renaissance? C'est la seule période de l'histoire de l'art qui se soit donné un nom. C'est la seule fois où les contemporains ont eu le sentiment de ce mouvement nouveau et ils ont su le qualifier. Ainsi, les humanistes italiens du Quattrocento, c'est-à-dire des années 1400, parlent déjà de Rinascita, c'est-à-dire de Renaissance. En Italie, on est très en avance dans le domaine de l'art. La Rinascita est avant tout un phénomène d'ordre culturel. C'est une conception toute nouvelle de la vie, une conception toute nouvelle de la réalité du monde qui imprègne tous les domaines, les mœurs, les sciences, les lettres et les arts. Grosso modo, cette Renaissance correspond au XVIe siècle, mais elle a des racines extrêmement profondes dans le XVe siècle, en particulier en Italie. Dès son apparition, ce terme de Renaissance a un sens positif, et cette Renaissance, c'est avant tout une rupture avec le passé récent. Le passé récent est considéré comme un millénaire de décadence. On considère que tout ce qui s'est passé depuis la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire après la chute de Milan, est une profonde et immense décadence. C'est aussi à cette époque que va naître ce concept de Moyen Âge pour qualifier toute cette période de décadence. Le passage du Moyen Âge à la Renaissance est surtout d'ordre intellectuel. Dans les arts, on introduit un plus grand esprit de méthode. L'esprit de méthode, c'est un contrôle rationnel, le contrôle de la raison sur la production artistique. Je crée un objet, je le regarde, je le critique, je me fais une opinion réfléchie sur cet objet. Alors qu'au Moyen Âge, on reproduisait des schémas, des modèles éprouvés par le temps. Ces modèles qu'on a reproduits pendant des siècles, en les transformant bien sûr, on les juge désormais comme étant barbares. C'est aussi à cette époque qu'on invente le terme de gothique. C'est l'art des Goths, c'est-à-dire des barbares, sans souci d'histoire parce que les Goths n'existent plus depuis longtemps. Du point de vue musical, il est bien difficile de trouver ce point de rupture entre le Moyen Âge et la Renaissance, car il y a une continuité extraordinaire à cause de l'école franco-flamande. Ce point de rupture serait justement à l'époque de Josquin-des-Prés, car sa vie s'équilibre parfaitement autour de 1500, mais au fond Josquin représente plutôt l'aboutissement des styles antérieurs. C'est la synthèse du contrepoint franco-flamand avec la vocalité italienne. En même temps, ceux qui verront en Josquin-des-Prés un compositeur renaissant vont mettre en avant le langage expressif, le style expressif, le rapport avec le texte. D'autres vont voir la rupture ailleurs et vont dire que cette rupture s'effectue surtout vers 1420, c'est-à-dire à l'époque de Guillaume Dufay. Ce qui n'est pas faux car c'est bien en abandonnant le style ars noviste et la conception mathématique de la musique pour en venir à une conception plus spontanée, plus simple, que se situerait déjà peut-être la Renaissance musicale. Cependant, ni Dufay ni Josquin ne sont encore renaissants. Certes, ils sont très novateurs pour leur époque, mais il ne suffit pas d'être novateur pour être renaissant. D'ailleurs, Josquin-des-Prés jouit d'une telle popularité, d'une telle renommée, qu'il reste très en vogue jusqu'en 1640 au moins. En fait, il faut attendre la dernière partie du XVIe siècle pour que se généralisent des éléments de style nouveau. Alors, la musique de la Renaissance se caractérise par une plus grande fluidité et un recours quasi systématique à l'imitation, bientôt étendue à toutes les voix, donnant ainsi naissance à des polyphonies fort équilibrées, dont les œuvres de Roland de Lassus et de Palestrina représentent l'apogée. Les genres majeurs demeurent ceux du Moyen Âge, c'est-à-dire la messe, le motet, la chanson, ce qui n'empêche nullement l'espagnol Tomás Luis de Victoria de concevoir des motets fort expressifs. Les musiques liées à la réforme luthérienne et calviniste, les chorales et les psaumes, introduisent cependant une nouvelle volonté de simplification à travers des répertoires destinés à être chantés par la communauté des fidèles et non plus seulement par des chantres bien exercés. En réaction à ces mutations, l'Église catholique décidera, elle aussi, lors du Concile de Trente,
de rendre plus intelligibles les paroles des œuvres musicales jouées dans les enceintes sacrées et de bannir des compositions religieuses toute référence aux mélodies profanes. La chanson, qui prend souvent appui sur l'esprit humaniste de la Renaissance, connaît alors une faveur grandissante. Chanson polyphonique de Clément Jeannequin, volontiers descriptive et même riche en onomatopées, comme par exemple dans La Guerre ou Le Chant des oiseaux, ou encore simple frottola, un morceau à 3 ou 4 voix, ou un expressif madrigal italien, comme ont pu en composer Claudio Monteverdi ou Carlo Gesualdo, ou encore lied polyphonique allemand ou villancico espagnol, dont le thème est la naissance du Christ. Parallèlement, la musique instrumentale, qui affirme son indépendance, ne se limite plus à accompagner la danse ou le chant. Le luth, fort à l'honneur, et les instruments à clavier, comme l'orgue, le clavecin ou le clavicorde, voient s'épanouir des fantaisies, des ricercari, des canzone et des variations, souvent écrits sur des chansons à la mode. Des ensembles d'instruments, soit de la même famille, comme les viols ou des flûtes à bec, soit mêlés, tels que les broken consorts anglais, font entendre un répertoire similaire. Au XVe siècle, les instruments ont un rôle très effacé, la musique étant alors essentiellement orientée vers la polyphonie vocale. Seuls l'orgue et les premiers instruments à clavier ont connu, en Allemagne, une évolution significative. Au XVIe siècle, les instruments à clavier se développent, tels l'épinette et le clavicorde, aboutissant à la naissance du clavecin. Pendant tout le XVIe siècle, les instruments prédominants sont le luth, l'orgue et le clavecin, mais les instruments à cordes frottées évoluent également, de rebec en viol et de viol en violon, qui sera très utilisé dans l'époque baroque suivante. L'utilisation plus importante des instruments permet à la musique d'évoluer dans des domaines que la voix humaine lui interdisait jusqu'alors, la virtuosité, l'étendue des ressources sonores, etc. Les XVe et XVIe siècles présentent un développement continu de la pratique musicale et de la technique de composition. Le point central en est la musique vocale polyphonique, le point culminant étant atteint avec Roland de Lassus et Palestrina. Comme contrepoids à la musique vocale dominante, la musique instrumentale acquiert une première indépendance. Le foyer de création s'étend de la France jusqu'en Italie, en incluant les régions franco-flamandes et la Bourgogne, pays d'origine. Au XVIe siècle, c'est l'Italie qui est à la tête du mouvement. L'Angleterre, avec Dunstable, et l'Italie à l'époque de Cicogna, vers 1400, sont importantes pour le début de ce mouvement.
On a appelé le XVe et XVIe siècle le siècle de la polyphonie vocale néerlandaise. Mais les maîtres de cette période n'étaient pas tous néerlandais. Ils venaient aussi de l'actuel nord de la France, du Hainaut, de Belgique, etc. C'est pourquoi il est plus exact de parler de musique franco-flamande. En outre, les échanges internationaux étaient animés, la plupart des compositeurs voyagèrent et passèrent la plus grande partie de leur vie en Italie. Le concept de Renaissance fut employé par le peintre Vasari en 1550, puis ensuite il est utilisé pour désigner l'art des XV et XVIe siècles en Italie. Renaissance signifie nouvelle naissance de l'homme basée sur la rencontre consciente avec l'Antiquité. À cette époque, l'homme était devenu la mesure de toute chose. Avec cette renaissance, l'homme s'intéresse à lui-même. C'est la rencontre de la Renaissance et de l'humanisme. À la découverte de l'homme s'ajoute la découverte moderne de la nature et du monde. C'est la fin du Moyen Âge, avec quelques jalons comme la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, le premier tour du monde de 1519 à 1521, l'essor des sciences naturelles modernes avec entre autres Copernic, Galilée, Kepler, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg à Mayence vers 1455 et l'impression musicale à Rome en 1476. La nouvelle image de l'homme conduit également à un nouveau type d'artiste, avec des précurseurs au XIVe siècle. Le génie qui s'identifie à une force créatrice dans un ordre divin envahissant. En même temps, l'idée que l'homme a de lui-même se reflète dans les désordres religieux et les crises de la foi, les nombreux conciles du XVe siècle, la réforme de Martin Luther, la contre-réforme avec le concile de Trente, entre 1545 et 1563. En architecture, l'intérêt porté à l'Antiquité mène à une simplification des lignes, des formes et des proportions. C'est le sud italique qui l'emporte sur le nord gothique, gothique tardif encore au XVIe siècle. En peinture, on recherche le naturel, la perspective se développe et l'homme entre dans les tableaux. En sculpture, on crée des formes libérées. La musique des XVe et XVIe siècles ne recherche pas, comme les autres arts, ses modèles dans l'Antiquité. Cependant, on y trouve aussi les éléments de la Renaissance. Par rapport au Moyen Âge, ces éléments représentent une humanisation de la musique, avec notamment le mélange des timbres du gothique tardif qui cède le pas aux sonorités pleines de la Renaissance dans la polyphonie vocale franco-flamande. La ligne mélodique donne naissance à l'accord par superposition polyphonique. La composition successive des parties fait place à la conception simultanée. Les accords statiques quinte-octave s'enrichissent de tierces et de sixtes. L'harmonie fonctionnelle à trois sons s'élabore. Au lieu de la ligne gothique tout en courbe, on prend pour idéal la mélodie simple, construite comme la respiration de l'homme. Au rythme gothique compliqué, on préfère une pulsation vivante. La structure ordonnée du ténor, les organisations compliquées et la construction isorhythmique sont abandonnées au bénéfice de formes et proportions simples. La recherche du naturel en musique est un phénomène nouveau. La musique doit imiter la nature tandis que la musique vocale imite le texte, c'est-à-dire en traduit l'expression et l'atmosphère. On peut distinguer durant cette période de la Renaissance 5 générations de musiciens. Une première génération des années 1420 à 1460, représentée par Dinstable, Dufay, Binchois, de 1460 à 1490, Dufay, Ockeghem, Bunois, de 1490 à 1520, Aubrecht, Isaac, Josquin et Mouton, de 1520 à 1560, Willaert, Gombert, Clemens non Papa, Jeannequin, et de 1560 à 1600, Gabrieli, de Lassus, Palestrina. Un dernier groupe introduit déjà la période nouvelle du baroque, Gabrieli, Sweelinck, Gastoldi, Gesualdo, Marenzio, Monteverdi. Les centres de la musique de la Renaissance sont Cambrai, avec Dufay, Paris, avec Ockeghem et Mouton, Venise, avec Willaert, Gabrieli, Monteverdi, Munich, avec Roland de Lassus, et aussi Rome, avec Palestrina. Ces éléments nouveaux, typiquement Renaissance, sont l'écriture en double chœur. Chez Josquin, cela était vraiment embryonnaire, car il faisait 2 voix plus 2 voix, alors qu'à présent, on fera du 4 voix plus 4 voix. Autre élément, c'est la voix unique accompagnée, c'est-à-dire la monodie accompagnée, mais également l'émergence d'un répertoire instrumental important,
la domination du vertical harmonique sur l'écriture horizontale polymélodique, la systématisation des accords parfaits, les relations de plus en plus étroites entre le texte et la musique, par exemple dans le madrigal italien avec les madrigalismes, et enfin la conquête définitive de l'expression. Le début de cette renaissance musicale est donc bien difficile à déterminer et on pourrait plutôt chercher, même si ce n'est contourner l'obstacle, la fin de l'esprit médiéval. Josquin quitte l'esprit médiéval, la pensée médiévale, mais ce n'est pas pour autant qu'il est déjà renaissant. Un des points importants qui marque la Renaissance, c'est avant tout l'imitation de l'Antiquité. Les musiciens n'y seront pas toujours très sensibles ou croiront l'être. L'imitation de l'antique est le point essentiel de cette esthétique renaissante. Le modèle que l'on va imiter, c'est le monde gréco-romain. On abandonne tout le vocabulaire médiéval pour se tourner vers ce monde antique, ce qui se retrouve d'ailleurs dans l'architecture. Il faut cependant faire attention car l'imitation de l'Antiquité n'est pas une copie. Imiter l'Antiquité, c'est s'en inspirer pour la dépasser. Dans l'idée d'imitation, il y a des idées de dépassement permanent du modèle. La musique va marquer quelques retards en ce domaine par rapport aux autres arts, puisque le mouvement antiquisant n'apparaîtra qu'à partir de la deuxième moitié du siècle. Cela se conçoit car on ignore tout de la musique de l'Antiquité. On connaît sa théorie, mais les gens du Moyen Âge la connaissent aussi. Imiter l'Antiquité n'est donc pas si simple. Un des fruits les plus importants de l'Antiquité sera le chromatisme. On sait que les Grecs avaient un genre chromatique, ainsi on invente un nouveau chromatisme qui n'a plus rien à voir avec celui des Grecs, qui est le chromatisme harmonique, et qui va être un des éléments importants du langage de la Renaissance après 1550. Une autre invention est la mesure à l'antique, qui sera un fiasco total. Puis vient ensuite le récitatif, qui continuera son chemin au baroque et au-delà encore. En effet, le récitatif est le moyen supposé du théâtre grec. Mis à part cette imitation de l'Antiquité, il y a aussi l'humanisme. L'humanisme est le fruit de l'imitation de l'Antiquité, il en découle. Il se traduit par un goût de l'expérimentation. Puisqu'on ne reproduit plus un modèle, il faut bien expérimenter de nouvelles choses en se fondant sur sa propre expérience. Cela nécessite une confiance en soi et un décloisonnement des disciplines. La conséquence musicale de l'humanisme, c'est avant tout l'expression des passions humaines, la mise en valeur des textes. La musique se fait attentive aux mots et elle se fait attentive à la pensée qui en découle. On n'a pas attendu la théorie des passions baroque pour cela. La conséquence de cela est un goût pour le verticalisme, l'harmonie et un goût pour l'écriture monodique. Enfin, le dernier aspect fort important de cette Renaissance, c'est tout le mouvement religieux de réforme protestante et de contre-réforme. La réforme protestante va susciter un immense renouveau qui dépasse le domaine religieux, théologique. Cette réforme aura des conséquences artistiques profondes, mais aussi des conséquences morales et politiques. Une des conséquences de la réforme sera l'effort du monde catholique pour reconstruire le catholicisme ébranlé par la réforme. C'est ce que l'on appellera la réforme catholique ou contre-réforme, tout cela sous l'égide de Rome. Cette réforme catholique va donner un coup d'accélérateur énorme à la production de musique religieuse. Cette réforme catholique est scellée dans les actes et dans les travaux du Concile de Trente qui s'est achevé en 1563. Ce Concile de Trente fixe les critères musicaux de la contre-réforme. Il prône le retour à un langage clair qui préserve l'intelligibilité des paroles. Un autre synonyme de cette réforme catholique ou contre-réforme est réforme tridentine, expression qui découle de la ville de Trente, où a eu lieu ce concile. Les principes tridentins vont pour certains conduire à une certaine modernité, sur le sens du texte, et pour d'autres à un certain académisme. Le musicien religieux par excellence et personnifiant et incarnant les principes tridentins est Giovanni Palestrina. Pour la Renaissance, la polyphonie est encore littéralement une superposition à caractère contrapuntique de parties isolées. On a une notation par partie et non en partition. L'adaptation des voix les unes aux autres fut facilitée par le fait que toutes les parties ont désormais un caractère vocal. C'est la fameuse humanisation de la musique. Les principaux moyens en sont une mélodie fluide et l'imitation continue.
L'idéal de la sonorité pour la Renaissance se modifie plus tard avec l'apparition du registre de basse, avec une écriture à 4 voix comme norme, par les sonorités colorées de tierces et de sixtes, le faux-bourdon, et par l'harmonie prétonale à 3 sons, avec des cadences. À la fin de cette évolution, l'accord sera le fondement matériel de l'époque de la basse continue, c'est-à-dire de l'époque baroque. L'écriture à 4 voix devient la norme à la fin du XVe siècle. Le point de départ en était l'écriture à 2 voix des XIe-XIIe siècles avec ténor de plein chant et les voix supérieures. Dans l'écriture à 3 voix des XIIIe au XVe siècle, on ajoute un contre-ténor dans le registre de ténor, les deux parties se croisant fréquemment. Puis le contre-ténor se scinde en une partie haute et une partie basse, altus et bassus, et les parties s'appellent superius ou soprano, c'est-à-dire le plus haut, le plus souvent la partie mélodique d'ailleurs, le contraténor, altus ou alto, souvent une partie de remplissage harmonique, le ténor, souvent comme cantus firmus, est une partie de soutien, et le contraténor, bassus ou basse, partie la plus grave portant l'harmonie. La parodie est l'une des caractéristiques du style de la Renaissance. Le thème d'une chanson profane remplace le plein chant liturgique, comme par exemple dans la messe L'Homme armé. L'Homme armé fut la chanson la plus souvent parodiée, plus de 30 adaptations. On se servait aussi de compositions polyphoniques entières, par exemple des chansons. On parlera alors de messe-parodie. Le Concile de Trente, d'ailleurs, s'éleva contre ce procédé, car il était mal vu d'insérer de la chanson, de la musique profane, dans de la musique religieuse. Au XVe et XVIe siècle, la musique religieuse, notamment la messe et le motet, ont joué un rôle important, mais le développement du madrigal italien et de la chanson française portera la musique profane à un niveau équivalent. La prédominance de la voix est surtout remarquable dans la chanson polyphonique et dans le motet. Dans la première, la partie supérieure est mélodique, les parties instrumentales de soutien sont équilibrées, plus limpides, plus chantantes. De même pour le ténor et les autres parties du motet. Ainsi, l'écriture considérée du point de vue vertical, les parties homophones, et horizontale, les sections contrapuntiques, apparaît à la fois plus claire et plus précise. Finalement, la Renaissance est une époque où l'individu place l'homme au centre de la connaissance, et non plus Dieu. L'homme de la Renaissance se définit ainsi lui-même comme étant en rupture avec la civilisation médiévale. Les artistes et penseurs de la Renaissance sont tournés à la fois vers le passé de l'Antiquité, pris comme modèle, et vers le futur, car ils espèrent dans le progrès humain. La Renaissance est donc une époque de bouleversements nombreux dans tous les domaines.